Alors, je voudrais parler de l'alternance entre une vérité absolue et une vérité relative, illustrée à travers un film de fiction. C'est-à-dire à quel point peut un réalisateur, à travers son propre point de vue, ses propres choix techniques et esthétiques, passer, et je traite spécifiquement le genre historique et ce qu'on appelle les films péplum, qui documentent et timbrent une période historique précise, pour discuter à quel point la trace artistique du réalisateur et de l'équipe technique du film peut influencer la véracité de cette œuvre et par la suite de l'information historique qui en est passée. Outre les différences notables entre les histoires de distinctes nations des quatre coins de la planète, le passé d'un même pays peut être défini hétérogène compte tenu de la discrimination de chacune de ces régions par un timbre patrimonial qui lui est spécifique. Quand on parle des fêtes du mariage, par exemple, on ne parle pas de la même chose à Sfax qu'à Tunis, centre-ville, et ainsi de suite. Chaque région a sa propre spécificité identitaire. C'est ce que témoigne la Tunisie, classable comme un berceau commun à une variété de cultures, compte tenu de sa longue et féconde histoire datant de plus de 30 siècles, dont les traces de plusieurs cultures s'y furent sédimentées à travers le temps. Il s'agit de presque un ADN fertile de patrimoine culturel, que ce soit matériel qu'on retrouve dans les sites archéologiques ou dans les trouvailles des œuvres de terre cuite, ou bien à travers l'héritage immatériel qu'on trouve dans les habits traditionnels et dans les traditions de nos fêtes et de les rituels quotidiens ou festifs. Les films de fiction du genre historique représentent une didactique efficace pour communiquer un cours d'histoire aux étudiants. En leur proposant de voir par exemple les 3 versions du film de fiction Hannibal, qui épanouissent les secrets historiques de ce guerrier pour les discuter en cours, tout en ayant la spécificité de chaque réalisateur qui traite chaque œuvre, c'est-à-dire toucher le même sujet par des visions différentes. À quel point ça peut influencer et à quel point ça peut fructifier la discussion chez les étudiants quand ils visionnent un film historique pour le discuter par la suite. On lui fait participer dans des cours de communication interactif, il y a de l'échange là-dessus. Ce n'est pas la même chose qu'un cours magistral où un enseignant d'histoire dicte le cours, l'étudiant prend note et il sort, il oublie tout. C'est pas la même chose. Déjà, ça augmente, par ma propre expérience, ça augmente même la confiance en soi chez les étudiants. Il évite la timidité, il évite d'avoir peur de commettre des fautes en groupe, parce qu'il y a une mauvaise habitude répartie dans l'enseignement, c'est que quand un collègue commet une faute devant nous, on se moque de lui. J'essaie de corriger cette faute à travers, en leur passant le message du fait qu'on peut apprendre à travers les fautes qu'on commet. C'est-à-dire, si une faute est commise, elle est tamponnée dans la mémoire pour ne plus le faire, et on augmente même la confiance en soi. Ce que j'ai trouvé comme résultat, c'est dans les soutenances des étudiants que j'enseigne, ils ont un courage total pour faire leur présentation, même pour des mini-projets. C'est pas le même comportement qu'un étudiant qui utilise des diapos pour lire directement, et ils se sont comme si enfermés dans le texte qu'il a écrit uniquement, et il ne peut pas innover, entre autres. Donc, le cours magistral passif où l'étudiant utilise seulement son ouïe pour écouter ce que dicte et explique son enseignant ne lui permet de mémoriser que 5% de son cours. Alors d'une manière coopérative, tamponnée de solidarité, à travers les travaux partagés, ils peuvent, suite à une projection et un débat, faire de cette méthodologie un timbre de cours d'histoire dans la mémoire des étudiants qui chatouillent leur curiosité et leur patriotisme, mais aussi ajoutent une ambiance conviviale au déroulement de chaque séance et assurent la confiance en eux-mêmes ainsi que leur estime de soi grâce à des participations dans les débats qui emmènent à briser toute barrière de timidité et d'infériorité. On arrive parfois à inviter des réalisateurs, projeter leurs films et permettre aux étudiants de leur poser des questions techniques même, des questions esthétiques sur leur choix de caméra, de plan, de couleurs, et ainsi de suite, et à quel point ça peut influencer. Donc l'étudiant, à travers les questions qu'il trouve le courage pour les poser aux réalisateurs pendant les projections débats,
les aide à mémoriser plus qu'ils lisent un cours magistral traditionnel. Donc, réaliser un peuplove, ou un film historique, entre autres, c'est faire revivre une histoire. À travers un film de fiction du genre historique, un réalisateur peut enregistrer un certain stade de l'histoire d'un certain angle de vision propre à lui. Pas comme visionne le réalisateur l'histoire, pas comme la visionne le public, pas comme les visionnent les équipes techniques qui travaillent avec lui pendant le tournage du film. Ils n'ont pas le même point de vue, entre autres. Donc, afin de permettre au public de revoir cette vérité filmée, donc revivre une situation antécédente d'un peuple ou d'une société, s'il y a qu'elle fut épanouie ou quand elle fut en phase critique. Le sujet du film qu'il traite peut mettre en relief les biens et le mal du passé d'un pays à la fois. Donc, à une exactitude près, bien évidemment, ce n'est pas à 100% exact, plus ou moins varié selon la vision du réalisateur, donc largement discutable pendant les sessions de débat. Et c'est bien le cas de 30 de Fadel Jaziri, sorti en 2007, un film de fiction du genre historique, qui téléporte les spectateurs vers l'histoire depuis son titre, témoin d'une période spécifique de l'histoire de la Tunisie, au point de faire sentir les spectateurs en train de vivre cette dite période des années 30 et toutes les stations historiques phares avec un bon arôme patriotique illustré à travers l'incarnation des acteurs dans chaque personnage qu'ils ont joué. Par un casting assez exigeant à la maîtrise des différents dialectes tunisiens du nord au sud, puisque Chebi est de Toulouse, Mohamed Ali Hami est de Nafta et les autres sont de Tunis capitale, donc il a bien joué sur la prononciation et le dialecte des acteurs quand il a fait le casting. Additionné à un maquillage qui fait presque renaître les personnages de l'histoire représentés dans ce film de fiction, Jaziri arrive parfaitement à convaincre le public qu'il est en train de revivre avec ses idoles de l'histoire de la Tunisie. On parle de Tahar Hadid, Abou Qasim Chebi, Ali Douahaji, Mohamed Ali Hami, Habib Bourguiba quand il était jeune avant de devenir président, Ahmed Bey Ben Ali le deuxième, le bey de la Tunisie à cette période, et Zine Labedine Snoussi, l'éditeur, qui faisait partie des personnages représentés pendant cette période. Donc ce sont des rebelles tunisiens qui ont vécu ensemble durant les années 30. Habib Bourguiba, le fondateur du Néo-Destour, plus tard président de la Tunisie pendant 3 décennies. Abou Qasim Chebi, le jeune avocat et poète prodige. Tahar Haddad, le penseur syndicaliste et défenseur des droits de la femme. Mohamed Ali Hami, l'unioniste et fondateur du mouvement syndical. Ali Douahaji, le nouvelliste, dramaturge et caricaturiste, ainsi que Ahmed Bey, le souverain de la Tunisie entre 1929 et 1942, année de sa mort. Voilà les stations chronologiques de l'histoire des années 30 illustrées dans le film portant le même titre. En 1924, il y a eu la fondation du premier syndicat autonome par Mohamed Ali Hami. Elle a été illustrée à travers la scène d'ouverture du film. Puis, en 1927, il y a l'édition de l'ouvrage des travailleurs tunisiens et l'émergence du mouvement syndical de Tahar Haddad. C'est une version arabe du livre, bien évidemment, mais celle que j'ai lue, c'est une version traduite par Abdelrazak Hliwi pour prendre quelques captures du texte de Haddad sur lesquels s'est appuyé Douahaji en réalisant son film. Puis, le stade de décès de Mohamed Ali Hami en 1928. La conférence retentissante Al-Khaldouniyya d'Abou Qasim Chebi qui a eu lieu en 1929, le 30e congrès eucharistique international tenu à Tunis en 1930, le décès d'Abou Qasim Chebi en 1934 et le décès de Tahar al-Haddad en 1935. Nous allons visionner 2 extraits du film, dont le premier fait revivre la fondation du mouvement syndical et le deuxième illustre la conférence de Chebi. Premier extrait. Le son ne marche pas. C'est pas grave. Pour gagner du temps, s'il pouvait avancer. Je passe, d'accord.
C'est planté. Non, je peux pas. Je m'excuse. Donc, l'extrait numéro 1 était sur la fondation du syndicat des travailleurs qui a historiquement eu lieu à la Haririya en 1924. Ali Jaziri s'est incarné dans le personnage de Tahar Haddad grâce à un regard qui exporte la concentration du public en hors-champ au point d'imaginer ce qu'il était en train de voir et noter dans le livre qu'il aurait édité par la suite. Et à travers plusieurs plans rapprochés de face et de profil, Jaziri installe bien Tahar Haddad dans la situation de prise de notes pendant l'événement syndical de la fondation de l'Union des travailleurs qu'il a témoigné ensuite à travers la publication de son livre en 1927, faisant ainsi de Haddad un fil conducteur qui lie les différentes situations narrées en faisant plusieurs sauts entre ces situations d'agonisants qui représentent la squelette du film, et en organisant chronologiquement ces flashbacks jusqu'à ce qu'ils joignent à la scène de clôture du film, ses amis qui l'ont précédé au ciel, Mohamed Ali El-Hami, Aboul Qasim El-Shebi et l'enfant Asfour dont Jaziri en fait une perspective sur ce que peuvent faire les jeunes au bénéfice du progrès de leur nation. Voilà deux extraits qui témoignent de cette mise en phare de l'événement syndical noté par Haddad. À droite, on voit un extrait du scénario du film de la troisième séquence où Mohamed Ali El-Hami était en train de stimuler la volonté des travailleurs sur la création du syndicat quand il disait et en retournant au livre de Tahar Haddad à sa page 135, nous trouvons bien qu'il notait cette situation exacte en disant c'est-à-dire dans le dialogue du film comme si le réalisateur était en train de rebondir sur le texte publié dans le livre de Tahar Haddad en le donnant au personnage de Mohamed Ali El-Hami quand il était en train de donner son discours. Le deuxième extrait, c'était prévu que je vous passe la conférence d'Aboul Qasim El-Shebi autour de la fiction poétique chez les Arabes, Al-Khayal al-Shari 'ind al-Arab. Le réalisateur aurait dû fouiller plusieurs types de références, visites empiriques, interviews, lectures d'articles, de livres, dans le but de pouvoir illustrer aussi sûrement le poète Aboul Qasim El-Shebi en train de donner une conférence à l'école Khaldouneya. Sa recherche aurait même touché l'axe du patrimoine vestimentaire utilisé à cette époque, c'est-à-dire ces choix en habits traditionnels que portaient les différents personnages du film ont fait un rebondissement sur les habits traditionnels de la période 30 à Tunis, capitale. En visionnant aussi la scène culte de conférences de fiction poétique chez les Arabes d'Aboul Qasim El-Shebi, les spectateurs se sentent plongés dans la vraie conférence qui a eu lieu en 1929, non seulement par l'incarnation de Meher Lahfidi dans le personnage de Shebi, mais aussi par l'appui de Jaziri sur la vraie référence qui est le livre de Shebi, son discours édité Al-Khayal al-Shari 'ind al-Arab. Dans la page 62, quand il expliquait la vision de la littérature arabe à la femme en disant الأدب العربي إلى المرأة نظرة دنيئة سافلة منحطة إلى أقصى قرار من المادة لا تفهم من المرأة لأنها جسد يشتهى ومتعة من متاع العيش الدنيا. C'était mot à mot ce que disait Shebi en prononçant son discours. De même pour les extraits des vers poétiques, quand il discutait la description de la femme par les poètes arabes qui différait de celle des poètes étrangers. Pour chaque histoire d'une nation communiquée au public à travers un film de fiction du genre historique ou péplum, la vision du réalisateur lui est unique, propre à lui. Si un autre réalisateur réalise le même scénario, il y mettrait son propre épice pour en faire quelque chose de différent, étant d'origine différente, de fourchettes d'âge différentes, éduquées et cultivées différemment, ce qui rend chaque œuvre cinématographique depuis son esquisse scénaristique une œuvre unique née avec la propre empreinte de son auteur.
Je compare ainsi 30 à un miroir qui reflète l'histoire de cette décennie aux yeux des générations contemporaines. En visionnant ce film, le public peut facilement se sentir en train de revivre cette période avec les vrais personnages, voir les tout petits détails comme le regret de Shelby de s'être débarrassé de la chéchia quand il devait joindre son père agonisant. En questionnant Jazili sur ses références pour avoir donné naissance à cette œuvre, il m'a confirmé leur pluralité. D'abord son propre vécu de cette période, ses propres souvenirs additionnés à des livres d'histoire, dont les auteurs témoignent ce qui a eu lieu pendant cette décennie, sans oublier les extraits négatifs de l'Archive nationale du cinéma qu'il a intégré dans le film, en faisant un montage entre les séquences jouées par les acteurs et tournées et des séquences extraites de l'Archive nationale de cette période, pour assurer un taux de véracité énorme de l'information passée. Il s'est appuyé aussi sur les livres de Shelby, de Raji, de Haddad, et insisté à être fidèle aux actualités de cette période, et ce taux de certitude et véracité classe bien le film 30 en lui-même une bonne référence qui documente l'histoire de cette période avec l'aura fictionnelle que tamponne l'empreinte de son réalisateur. Merci pour votre attention. Merci pour cet exposé. Donc, c'est tourné dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel, d'après l'œuvre de Fabrizio, le film 30. À mon avis, donc, il y a une scène très importante. La première scène, je pense, le fait quelqu'un qui porte donc, une chaise et qui est en train donc, de s'adresser à ses